Quand un peuple oublie la parole des ancêtres, même l'eau qui nourrit devient l'eau qui détruit. Les histoires de Sika. Abonne-toi pour nous encourager. C'était une parole si vieille que personne ne savait vraiment qui l'avait prononcée en premier. Mais dans les villages qui entouraient la lagune de Danto, on la répétait comme on respire. Elle glissait d'une bouche à l'autre, portée par le vent, par les murmures du soir, comme si la lagune elle-même la chantait. Avant que le grand marché ne naisse, avant que les étals ne s'étirent comme une mer d'odeurs et de couleurs, avant même que les commerçants ne traversent les frontières pour venir vendre ou acheter, il n'y avait que l'eau, sauvage, imprévisible, et un silence que seuls les esprits savaient écouter. La lagune n'était pas un simple miroir d'eau. C'était une respiration. Une peau mouvante, tantôt calme, tantôt agitée, comme si quelque chose vivait sous sa surface. Les anciens racontaient que dans les nuits de lune forte, on pouvait voir une forme ondulée sous l'eau, longue, lourde, presque majestueuse. Certains disaient que c'était un reflet. D'autres, que c'était l'ombre d'un tronc tombé. Mais ceux qui avaient atteint un certain âge savaient. Ils ne l'affirmaient jamais directement. Ils n'osaient pas. Ils se contentaient de dire, la lagune n'est jamais vide. Et cela suffisait à faire frissonner les plus jeunes. À cette époque, les villageois vivaient de pêche et d'échanges modestes. Les femmes traversaient les plaines avec des paniers d'arachides, de garis, de piments rouges. Les hommes descendaient les rivières avec des filets tissés à la main. Rien n'était organisé, rien n'était vaste, mais tout fonctionnait comme un corps vivant qui n'avait pas encore trouvé son nom. C'est dans ce contexte qu'apparut un homme, un jeune chasseur appelé Gadjo, connu pour n'avoir jamais reculé devant une ombre, ni devant le rugissement d'un fauve. Il avait entendu des rumeurs sur cette chose immense qui vivait dans la lagune et, contrairement aux autres, il ne s'en effrayait pas. Il voulait comprendre. Pas par défi, mais parce qu'il sentait que ce mystère avait un lien avec le destin du peuple. Un soir, alors que le soleil tombait derrière les palmiers et que la lagune prenait une couleur d'or foncé, Gadjo entendit un souffle. Pas un vent. Pas une vague. Un souffle, lourd, profond, presque humain. Il s'arrêta net. Le sol sembla vibrer sous ses pieds, puis, sans qu'il puisse expliquer comment, l'eau s'ouvrit légèrement, comme si quelque chose passait dessous en traçant un sillage immense. Il y eut un autre souffle, puis une voix, pas comme celle des humains, mais pas totalement étrangère non plus. Une voix qui semblait résonner à la fois dans l'air et dans son corps. « Pourquoi m'observes-tu, enfant des hommes ?» Gadjo sentit la peur lui mordiller le ventre, mais il ne recula pas. « Si tu es esprit, alors parle. Si tu es bête, alors montre-toi. » L'eau frémit, puis une forme émergea lentement, très lentement. Un serpent gigantesque, d'une épaisseur inimaginable, au corps couvert d'écailles luisantes comme du cuivre mouillé. Ses yeux, deux globes profonds et anciens, se posèrent sur Gadjo. Le chasseur sentit ses genoux trembler. Non pas sous l'effet de la peur, mais sous l'effet de la force que dégageait l'animal. Ce n'était pas une bête. Ce n'était pas un démon. C'était autre chose. Quelque chose qui avait traversé plus de siècles que tous les villages réunis. « Qui es-tu » demanda Gadjo, sa voix fendant le silence comme une machette. Le serpent inclina la tête, un geste presque humain. « Je suis Kapete. Celui qui respire sous l'eau. Celui qui a vu les nations naître et mourir. Celui qui a entendu vos ancêtres avant vous. » Gadjo sentit son cœur battre plus fort. Il n'avait jamais imaginé que les histoires des anciens étaient vraies. Un esprit serpent, gardien des eaux, qui vivait là depuis des lustres, cela expliquait tant de choses, les crues soudaines, les tourbillons sans vent, les nuits où la lagune semblait respirer comme une bête gigantesque. « Pourquoi te montres-tu à moi » demanda-t-il. Le serpent s'approcha, faisant onduler son corps dans l'eau sombre. « Parce que ton peuple est à un tournant. Vous vous dispersez. Vous oubliez la parole donnée. Si vous continuez ainsi, la terre se refermera sur votre avenir. Mais si vous respectez l'équilibre, je peux ouvrir des chemins que vous ne soupçonnez pas. » Gadjo ne comprenait pas tout, mais il écoutait.
Le serpent poursuivit, je peux vous donner abondance, sécurité, échange, rencontre. Je peux faire de cette lagune une porte vers toutes les régions. Mais en échange, il faudra respecter des règles, vérité, respect de la terre, reconnaissance de l'esprit des eaux. Je ne demande ni culte exclusif, ni servitude. Juste une parole. Une fidélité. Gadjo inspira profondément. Et si nous acceptons? Le serpent plongea brièvement, puis ressortit. Alors le commerce naîtra ici. Et il grandira jusqu'à devenir plus vaste que toutes vos attentes. Les hommes viendront de partout. Vous serez un carrefour, une respiration pour le continent. Mais si un jour vous oubliez ce pacte, l'eau reprendra ce qu'elle a donné. Ce fut ainsi que naquit le premier pacte. Gadjo transmit les paroles du serpent aux anciens, qui les reçurent avec sérieux. Aucun n'osa remettre en cause ce que le chasseur avait vu. Ils savaient que la lagune avait toujours eu quelque chose de particulier. Ils acceptèrent les règles, et dès lors, un équilibre invisible s'installa. Les poissons se multiplièrent, les pirogues circulèrent en paix, les villages commencèrent à attirer des voyageurs venus troquer leurs biens contre les richesses locales. Les femmes furent les premières à comprendre la valeur de cet équilibre. Elles installèrent leurs paniers près de la lagune, sous les arbres, puis revinrent chaque semaine, puis chaque jour. L'endroit devint vivant, bruyant, animé. On échangeait du poisson contre du maïs, du tissu contre du sel. Ce n'était qu'un début, mais déjà, on sentait que quelque chose de grand était en train de naître. Avec le temps, les commerçants étrangers affluèrent. Certains venaient du Nigeria, d'autres du Togo, d'autres encore du Niger. Ils comprenaient vite une règle simple, plus on respectait la lagune, plus les affaires marchaient. Et ceux qui avaient une parole droite semblaient attirer la fortune comme un aimant. Les anciens murmuraient, le serpent voit les cœurs. Celui qui parle faux marchera dans la boue. Celui qui parle vrai marchera sur la pierre. Plus les années passaient, plus l'endroit prospérait. Le marché prenait forme, étirant ses étals comme une toile immense. Et toujours, quelque part dans l'eau sombre, Kapete veillait. Aucun commerçant ne le voyait directement, mais tous savaient qu'il était là. Parfois, au lever du jour, un léger frémissement parcourait la lagune, comme un salut. Parfois, le soir, on voyait des cercles se former sans raison, comme une signature. On disait, l'esprit est passé. Et tout le monde continuait ses activités avec plus de respect. Le rôle du serpent n'était pas de faire peur. Il apportait un équilibre. Il protégeait des inondations trop fortes, il contenait les crues, il éloignait les dangers invisibles. Et surtout, il veillait à ce que les relations entre les commerçants restent saines. Car il suffisait d'une parole hypocrite, d'une tricherie trop grave, ou d'un acte de corruption pour que la lagune devienne soudain hostile. Il ne s'agissait jamais de punition directe, mais de signes, une pirogue qui se renversait, des marchandises perdues, des jours de vente étrangement vides. C'est ainsi que les premières générations apprirent une vérité simple, la prospérité vient de la parole juste. Et cette règle traversa le temps. Avec les années, la rumeur de la prospérité qui régnait autour de la lagune s'étendit comme un parfum dans le vent. Les caravanes commencèrent à affluer en plus grand nombre, portées par l'idée qu'ici, l'eau bénissait celui qui savait respecter les règles invisibles. Les plus anciens enseignaient aux nouveaux commerçants non pas par des discours longs, mais par des gestes simples, frapper 2 fois la terre du bout des doigts avant d'ouvrir son étal, ne jamais jeter de reste dans l'eau, poser une calebasse de gratitude quand les affaires devenaient bonnes. La culture n'était pas un fardeau, elle était une respiration partagée. Peu importait que certains soient musulmans, d'autres chrétiens, d'autres encore gardiens de traditions anciennes. Tous suivaient les gestes, comme un langage commun qui dépassait les croyances personnelles. Et la lagune semblait répondre, toujours. Les échanges prirent une ampleur inattendue. Ce qui n'était au départ qu'un lieu de troc devint un véritable carrefour commercial. On venait chercher le sel, la poterie, les étoffes teintes à la main, les poissons séchés dont l'odeur persistante attirait les acheteurs à des mètres. Les femmes qui portaient les pagnes les plus colorés devenaient des figures respectées, capables de faire et défaire les prix par leur simple présence. Elles marchandaient avec humour, frappaient dans les mains pour conclure, riaient fort, et l'on disait que c'était leur joie qui attirait la chance autant que les bénédictions de la lagune. Un jour, une dispute éclata entre 2 commerçants venus du nord.
Ils s'accusaient mutuellement d'avoir volé une caisse de cola. Le ton monta, les gens commencèrent à se rassembler, un cercle se forma autour d'eux. L'air devint lourd, presque électrique. Une femme âgée, connue de tous sous le nom de Mama Glo, posa son panier à terre et s'avança, les yeux plissés. Elle posa ses mains au sol et murmura, « Que l'eau dise la vérité. » Aussitôt, une onde se forma à la surface de la lagune. Rien de spectaculaire, juste un mouvement léger, comme si quelque chose sous l'eau avait changé de position. Le premier homme se troubla, baissa les yeux, et avoua finalement avoir menti. La foule se dispersa, la paix revint, et chacun reprit ses activités. On ne craignait pas qu'à péter, on craignait seulement de mentir devant lui. La renommée de la lagune et de son esprit était telle que certains commerçants faisaient le voyage depuis des régions très lointaines juste pour sentir la chance du lieu. Plus ils venaient, plus le marché s'étendait, s'organisait, se densifiait. Les étals se rapprochaient les uns des autres jusqu'à former un tapis vivant, un chaos ordonné où les voix s'entremêlaient comme un chant. Le matin, on entendait les cris des vendeuses de poissons, frais comme la nuit. À midi, ce sont les vendeurs de tissus qui prenaient le relais. Le soir, les marchands de mets chauds emplissaient l'air d'odeurs épicées. Le lieu n'était plus seulement un espace d'échange, il devenait une identité. Mais la prospérité attira aussi des tensions. Certains nouveaux venus, peu respectueux des coutumes, tentaient de forcer les prix ou de tromper les acheteurs. Ils ignoraient que la lagune avait une mémoire. Un jeune homme, sûr de lui, fit un jour croire à une cliente qu'il vendait du tissu de grande valeur alors qu'il savait pertinemment que ce n'était qu'une imitation. Il riait avec arrogance lorsqu'il lui tendit la marchandise. Ce même jour, alors qu'il traversait la passerelle en bois construite récemment pour relier une partie du marché à la berge, le bois céda sous son poids. Il tomba à l'eau, sans se blesser, mais avec une humiliation si forte que tout le marché en parla pendant des jours. Les anciens dirent simplement, « Qu'à péter ne frappe pas, il rappelle. » Ce rappel fut suffisant pour que les plus jeunes comprennent que la prospérité du marché ne venait pas seulement du travail ou du commerce, mais d'un équilibre profond. Respecter les anciens, respecter la parole donnée, respecter la lagune, c'était tout un ensemble qui formait une seule vérité, rien de grand ne se construit sans fondation spirituelle. Les années passèrent encore et le marché continua de grandir. Les pêcheurs devinrent plus nombreux, les pirogues se multipliaient comme des fourmis sur l'eau. Pourtant, jamais les poissons ne manquaient, comme si la lagune offrait ce qu'elle avait de plus précieux à ceux qui vivaient en harmonie avec elle. Certains jours, au lever du soleil, on apercevait un mouvement large sous la surface, un cercle parfait. Les enfants couraient alors prévenir leur mère, « Il est là !» Et tout le monde souriait, car cela signifiait que le jour serait bon. Gadjo, devenu un vieil homme respecté, racontait parfois l'histoire de sa rencontre avec Kapete. Il ne se vantait jamais. Il parlait doucement, sans chercher à impressionner. Un soir, alors qu'il était assis près de la lagune, entouré de jeunes vendeuses, une d'elles lui demanda, « Grand-père, pourquoi le serpent nous a-t-il choisis, nous ? Il aurait pu aller ailleurs. » Gadjo sourit, ses yeux brillants de sagesse. « Il ne nous a pas choisis parce que nous étions les plus forts ou les plus beaux. Il nous a choisis parce que nous étions capables d'écouter. Là où d'autres cherchent seulement à apprendre, nous cherchons aussi à comprendre. » Les jeunes acquiescèrent en silence, touchés par cette vérité simple. Peu à peu, l'endroit devint bien plus qu'un marché. Il devint une légende vivante. Des marchands racontaient qu'ils avaient fait fortune en une saison après avoir simplement respecté les traditions locales. D'autres affirmaient avoir rêvé du serpent avant un événement important, comme un signe. La lagune, elle, restait silencieuse, mais chaque frémissement, chaque reflet suspect, chaque mouvement d'eau suffisait à rappeler sa présence. Un jour, une caravane venue du Sahel arriva avec un groupe de marchands imposants. Parmi eux se trouvait un homme à la barbe noire, richement habillé, arrogant et sûr de son influence. Il riait en entendant les récits sur le serpent. « Des histoires pour enfants, disait-il en secouant la tête. J'ai vu des royaumes tomber, mais jamais à cause d'un animal. » Il installa son étal sans se soucier des coutumes, lança ses marchandises au sol, insulta même un vieillard qui lui avait conseillé de saluer la lagune avant de commencer. Les anciens se contentèrent de murmurer, « Le temps enseigne mieux que les mots. » Les jours passèrent et l'homme ne vendit presque rien. Les clients, pourtant nombreux,
passait devant lui sans le voir, comme si une ombre invisible l'éloignait de la prospérité. Un soir, alors qu'il dormait dans sa tente, un son étrange le réveilla. Un souffle long, profond, presque animal. Il se leva brusquement et vit le reflet onduler sur l'eau, un reflet immense, des écailles brillantes, des yeux flamboyants. Il tomba à genoux sans comprendre ce qu'il voyait. Le serpent ne s'approcha pas, il ne parla pas. Il se contenta d'observer, puis disparut lentement sous la surface. Le lendemain, l'homme fit ce que tous les autres faisaient, il toucha la terre du bout des doigts, versa un peu d'eau dans la lagune, et murmura un mot de respect. Ce fut suffisant. Dès ce jour, ses affaires prospérèrent. Il n'avait pas été puni. Il avait été corrigé. Ainsi, le marché continua de croître dans un équilibre porté par la culture et la parole des ancêtres. Et cet équilibre devint la racine de tout ce qui allait suivre, un fondement invisible mais indestructible. Ce n'était pas un pacte de peur. C'était un pacte de respect. C'était la certitude qu'une culture vivante n'appartient à personne et profite à tous. Ceux qui priaient dans les mosquées trouvaient leur place. Ceux qui chantaient dans les églises trouvaient leur place. Ceux qui honoraient les traditions trouvaient leur place. La lagune ne divisait pas. Elle unissait. Ce fut ainsi que le marché devint un symbole. Pas seulement un lieu d'échange, mais un lieu de vérité. Les ancêtres avaient laissé une parole. Le serpent avait laissé une promesse. Les hommes avaient laissé leurs pas et leurs espoirs. Et ensemble, ils tissaient l'avenir d'un lieu qui n'avait encore montré qu'une partie de sa grandeur. Le marché avait grandi au-delà de toute imagination. Les étals s'étendaient sur des kilomètres, les cris des marchands et des clientes formaient un chant permanent, un rythme que la ville tout entière semblait suivre. Mais maintenant, la modernité avait franchi la lagune. Des grues et des camions apportaient des marchandises venues de pays lointains, et les architectes avaient construit un grand pont de béton et d'acier traversant l'eau profonde et calme, comme pour relier deux mondes, le passé et le présent. Ce pont n'était pas seulement un passage, il était un symbole. Les habitants le regardaient chaque matin, le soleil reflétant sur les piliers comme un feu liquide. Les commerçants l'appelaient déjà « le pont des ancêtres », dans un clin d'œil au pacte ancien, bien qu'aucun mot officiel n'en fût prononcé. Il semblait que le serpent, même invisible, avait approuvé, car la lagune n'avait pas bougé, pas une vague n'avait éclaboussé les fondations. Mais la modernisation apportait aussi de nouvelles tensions. Les jeunes marchands, habitués au téléphone et aux transactions rapides, ne comprenaient plus tous les gestes ancestraux, saluer la lagune, déposer quelques gouttes d'eau, respecter les zones sacrées. Certains riaient même de ces coutumes, pensant que seules les affaires comptaient désormais. Pourtant, un soir, un événement inattendu ramena tout le monde à la réalité. Alors que la lune se levait pleine et rougeâtre, le pont trembla légèrement sous le passage d'un camion chargé de marchandises lourdes. Les eaux de la lagune devinrent troubles, et des cercles se formèrent à la surface comme si un souffle immense s'était glissé sous le pont. Les marchands s'arrêtèrent net, certains murmuraient, d'autres pâlirent, et un silence inhabituel s'installa. Même les plus sceptiques sentirent quelque chose de profond, la lagune n'était pas simplement de l'eau, et le serpent n'avait jamais abandonné sa veille. Une femme, jeune commerçante nommée Aïssatou, se précipita sur le bord du pont et posa ses mains sur la rambarde, regardant la surface en frémissement. « C'est lui !» murmura-t-elle. Ses collègues se moquèrent un instant, mais elle continua, « Vous ne voyez pas ? L'eau se rebelle parce que nous oublions de l'écouter. » Les anciens, qui étaient venus vérifier les travaux et conseiller les ingénieurs, hochèrent la tête. L'un d'eux, un vieil homme à la barbe grise, déclara avec gravité, « Capété ne frappe pas pour punir, il avertit. Il veut que nous comprenions que la modernité ne peut pas briser la tradition. » Les plus jeunes se turent alors, intrigués et un peu effrayés, et Aïssatou prit les devants. Elle invita tout le monde à déposer quelques gouttes d'eau sur la lagune, comme le faisaient autrefois leurs ancêtres. Les gestes étaient simples mais lourds de sens, et à mesure que chacun participait, l'eau devint calme, claire, et le pont ne trembla plus. À partir de cette nuit, la leçon fut gravée dans tous les esprits, la prospérité moderne ne suffisait pas à garantir l'équilibre. Le respect des traditions restait le pilier invisible du marché. Les commerçants commencèrent à raconter aux nouveaux venus, aux étrangers et aux jeunes générations, que le marché ne survivrait pas à la cupidité ou à l'oubli.
Les histoires circulaient dans les étals, dans les camionnettes, dans les restaurants improvisés au bord de la lagune. Chaque anecdote servait de rappel, le serpent était là, silencieux, invisible, mais toujours vigilant. Avec le temps, le marché devint international. Des vendeurs venus de l'Afrique entière et même d'autres continents s'installèrent, attirés par la légende et la prospérité. Les langues se mêlaient, le français, l'anglais, le portugais, les dialectes locaux. Mais partout, le même respect réapparaissait, parce que ceux qui observaient les gestes anciens avaient plus de chances de réussir. Des scènes magnifiques se produisaient, un commerçant musulman qui faisait sa prière avant d'ouvrir son étal, une vendeuse chrétienne déposant une calebasse d'eau bénite, et un jeune homme animiste chantant un chant pour appeler la bénédiction. Tous partageaient un même lieu, tous profitaient d'un même pacte, tous prospéraient ensemble. La diversité ne divisait pas, elle enrichissait. Et la lagune, calme et vaste, semblait sourire sous les étoiles. Un soir d'orage, alors que les pluies faisaient tanguer les pirogues et que le vent sifflait entre les stands, le serpent réapparut. Les habitants le virent pour la première fois depuis des décennies. Son corps gigantesque fendait l'eau sous le pont, sa tête émergeant par instants, les yeux brillants de sagesse et de puissance. Les commerçants ne fuirent pas, ils s'agenouillèrent spontanément, touchant la terre, touchant l'eau. Aïssatou, qui avait grandi parmi eux, murmura « Nous avons grandi, nous avons modernisé, mais nous n'avons jamais oublié. » Le serpent la regarda, un souffle parcourant l'air, et il disparut aussi vite qu'il était apparu, laissant derrière lui un calme surnaturel et un sentiment de bénédiction renouvelée. Après cette nuit, le marché entra dans une ère de prospérité jamais vue. Le grand pont reliait les deux rives, les camions circulaient sans heurts, les vendeurs partageaient les techniques et les connaissances, et tous, sans distinction de croyance ou de langue, se sentaient liés par un pacte ancestral. La modernité n'avait pas brisé la tradition, elle l'avait sublimée. Le marché de Danto, désormais symbole de l'Afrique contemporaine, de ses échanges et de sa culture vivante, continuait de battre comme un cœur unique, où chaque souffle, chaque cri, chaque sourire témoignait que la force d'un lieu ne réside pas seulement dans l'or ou le commerce, mais dans le respect, la mémoire et l'unité. Le marché brillait désormais sous le soleil comme un tissu étendu de 1000 couleurs. Les cris des marchands et les rires des clients formaient une mélodie unique, mêlant tradition ancienne et modernité effervescente. Le pont, long et majestueux, enjambait la lagune avec élégance, offrant aux pirogues et aux bateaux un passage sûr tout en rappelant le lien indestructible entre le présent et l'histoire. Les visiteurs étrangers ne pouvaient s'empêcher d'être fascinés par cette harmonie singulière, un lieu où les étals, les voix et les gestes humains se mêlaient à un souffle invisible et ancien. Aïssatou marchait parmi les étals, observant les jeunes commerçants manipuler leurs tablettes, enregistrer les ventes et parler plusieurs langues avec fluidité. Pourtant, à chaque fois qu'elle passait près de l'eau, elle touchait la surface, déposait quelques gouttes sur le sol et murmurait un mot de respect. Elle savait, comme tous les anciens lui avaient appris, que la modernité n'était qu'une apparence si le cœur des hommes oubliait le pacte. Les gestes simples étaient les gardiens du succès durable, invisibles mais puissants. Des enfants jouaient sur les rives, riant et criant, ignorant presque qu'ils marchaient sur le lieu où le serpent avait jadis établi sa présence, mais le respect s'enseignait autrement, par l'exemple, par l'observation. Un soir, alors que le ciel prenait des tons rouges et violets, une caravane venue du Sahel arriva avec de nouvelles marchandises. Parmi eux, un jeune marchand nommé Idrissa, qui venait pour la première fois, se moquait intérieurement des histoires des anciens. Il riait avec ses compagnons, parlant d'esprits et de légendes comme si elles appartenaient à un passé dépassé. Mais à peine avaient-ils posé leur caisse que la lagune s'agita légèrement, et un frisson parcourut les eaux, comme un avertissement silencieux. Idrissa observa, intrigué mais sceptique. Alors, Aïssatou s'approcha et lui dit calmement, « La prospérité n'est pas dans ce que l'on prend, mais dans ce que l'on respecte. Ici, tout se voit, tout se sent. » Le jeune homme eut un frisson, et, pour la première fois, il inclina la tête en signe de respect, touchant la terre et déposant quelques gouttes d'eau sur le sol avant de commencer son commerce. À partir de ce geste simple, ses affaires prospérèrent immédiatement. Il comprit que le marché n'était pas seulement un lieu de transaction, mais un espace sacré de cohabitation et de mémoire. Les années suivantes virent le marché s'étendre encore. Les technologies modernes cohabitaient avec les traditions ancestrales, et les échanges dépassaient désormais les frontières africaines. Les marchandises circulaient par route,
par mer et par pont, et le marché devenait un centre international reconnu pour sa prospérité, sa diversité et sa stabilité. Les visiteurs venaient aussi pour écouter les histoires anciennes, pour apprendre que derrière chaque étal se cachait un pacte invisible, que le respect de la culture africaine n'était pas une contrainte mais la clé de la réussite et de l'équilibre. Le serpent, toujours présent sous la surface de la lagune, continuait de veiller, silencieux et puissant, garant de l'ordre et de la justice naturelle. Personne ne le voyait réellement, mais tous sentaient sa présence, et chacun savait que la prospérité durable dépendait de la fidélité à ses règles immuables. Un jour, lors d'une célébration annuelle, tous les commerçants, anciens et nouveaux, se rassemblèrent pour honorer la lagune et ses enseignements. Ils déposèrent des paniers de fruits, des calebasses d'eau et des offrandes symboliques sur le pont et sur les rives. Les chants résonnaient, mélangeant dialectes anciens et langues étrangères, dans une symphonie qui unissait le passé et le présent. Les anciens racontaient la genèse du marché, le pacte avec le serpent, les leçons de respect et de cohabitation, et les jeunes écoutaient, fascinés. Les plus âgés murmuraient que jamais, depuis le premier souffle du serpent, la lagune n'avait été aussi pleine de vie et d'abondance. C'est alors qu'un mouvement exceptionnel se produisit. La lagune frémissait, les eaux s'illuminèrent d'un éclat argenté, pour la première fois depuis des décennies, la silhouette gigantesque du serpent se dessina dans l'eau sous le pont, sa tête émergeant quelques instants, ses yeux dorés balayant l'assemblée. Aucun cri de peur ne se fit entendre. Au contraire, tout le monde se recueillit, silencieux. Le serpent semblait bénir les actions des hommes et des femmes, confirmant que la modernité et la tradition pouvaient coexister lorsque le respect et la mémoire guidaient chaque geste. Les anciens souriaient, les jeunes s'inclinaient, et même les étrangers, touchés par la majesté de l'instant, comprenaient que ce lieu n'était pas seulement un marché, mais un témoignage vivant de la sagesse africaine. À partir de ce jour, le marché devint plus qu'un centre de commerce. Il fut un symbole de cohésion culturelle et spirituelle, un lieu où toutes les religions, toutes les origines et toutes les générations prospéraient ensemble. Les enseignements des ancêtres se transmettaient par gestes, paroles et traditions, et le serpent continuait de veiller, invisible mais omniprésent. La prospérité n'était jamais le fruit du hasard, mais celui de la fidélité à un héritage vivant. Ceux qui respectaient les règles anciennes voyaient la réussite s'ouvrir devant eux, ceux qui oubliaient découvraient rapidement que l'équilibre ne peut être trompé. Ainsi, le marché de Danto, avec sa lagune mystique, son grand pont majestueux et sa diversité harmonieuse, demeura un lieu où le passé et le présent coexistaient, où la culture africaine, loin de diviser, unissait et faisait prospérer tous ceux qui marchaient avec respect et sincérité. Les hommes et les femmes comprirent que la véritable richesse ne résidait pas seulement dans l'or, les poissons ou les étoffes, mais dans la mémoire, l'unité et la transmission des traditions. Et tant que le serpent respirerait sous les eaux, le marché continuerait de grandir, de briller et d'inspirer le monde entier. Abonne-toi et laisse-nous tes appréciations dans les commentaires.